Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de l'Europe, ou plutôt de l'Union européenne. Les questions abordées seront donc les suivantes. Question numéro 1. Pour quelles raisons l'Europe est-elle ainsi constituée en 2020? Et question numéro 2. Pour quelles raisons l'Europe est-elle ainsi détestée par certains partis d'extrême droite? Alors que l'Europe devrait être depuis tant d'années le lieu où nous aurions pu et dû faire plus pour améliorer notre quotidien et notre futur. C'est à ces questions auxquelles je vais tâcher de vous répondre aujourd'hui. Donc question numéro 1, pour quelles raisons l'Europe est-elle ainsi constituée en 2020? Je vais vous lire une courte biographie à ce sujet. Tout commença officiellement avec la déclaration du 9 mai 1950, aussi appelée Déclaration Schuman, qui est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Prononcée par Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, cette déclaration, inspirée par Jean Monnet, premier commissaire au plan, propose la création d'une organisation européenne chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. Cette déclaration est fêtée chaque année le 9 mai. Sous l'impulsion de personnalités politiques, surnommées les pères de l'Europe, il s'agit bien sûr de Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet et Alcide de Gasperi, 6 États créés en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Après l'échec d'une communauté européenne de défense en 1954, une communauté économique européenne est instaurée en 1957 par le traité de Rome. La coopération économique est approfondie par l'acte unique européen en 1986. En 1992, le traité de Maastricht prend la suite de l'acte unique et institue une union politique qui prend le nom d'Union européenne, qui prévoit la création d'une union économique et monétaire dotée d'une monnaie unique, l'euro. Instituée en 1999, la zone euro compte aujourd'hui 27 États membres. Je vous fais une petite parenthèse. Je vous rappelle que le Royaume-Uni est parti concernant le Brexit. Je vous ferai une vidéo spéciale où j'essaierai de vous expliquer pourquoi un Brexit serait beaucoup plus compliqué. Je referme ma parenthèse. De nouvelles réformes institutionnelles sont introduites en 1997 et en 2001. À la suite de l'échec d'un projet de constitution européenne après le refus par référendum des peuples français et néerlandais, les institutions sont à nouveau réformées en 2009 par le traité de Lisbonne pour y intégrer les mesures prévues par ce projet de constitution. Voilà l'histoire de l'Union européenne, résumée en quelques lignes. Comme vous avez pu l'entendre, l'Europe repose dès le début sur le couple franco-allemand. Il y a bien sûr eu l'Italie et le Benelux qui participent depuis le début, mais si l'Europe monétaire que l'on connaît aujourd'hui a vu le jour, c'est pour une seule et unique raison, que ce soit du côté allemand ou du côté français, s'empêcher mutuellement l'un et l'autre de prendre le dessus. L'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui a été voulue par la France et l'Allemagne en priorité, pas par les autres pays. C'est la France et l'Allemagne qui, sous la présidence de Mitterrand d'un côté et de Helmut Kohl de l'autre, ont construit l'Union européenne. Que voulaient de Gasperi, Schuman et Adenauer? Unir l'Europe, peuple frère ou cousin, comme vous préférez, pour arrêter les bains de sang fratricides, pour savoir qui des deux camps belligérants avait la plus grosse. Ils avaient d'ailleurs essayé, malheureusement sans succès, en 1954, de créer une défense commune, mais les intérêts d'alors, comme la bombe nucléaire et les colonies, pour ne citer que ça, ne permettaient pas d'unir les forces, car les gens vont pouvoir rester les dignes héritiers de leurs ancêtres, en voulant encore et toujours dominer l'autre.
L'Union européenne, malgré la création de Frontex, n'est qu'une union monétaire et rien d'autre, où le plus fort ou les plus forts dominent l'autre. Puis, c'est vrai, comme dans toute bonne armée qui se respecte, il faut un chef. Mais là aussi, l'esprit mitterrandien, qui avait très bien compris qu'il n'aurait jamais pu dominer l'Allemagne, avait conclu un pacte avec l'Allemagne de non-agression, si je peux m'exprimer ainsi, en voulant créer une monnaie unique appelée l'euro. L'euro a été créé pour que le Deutschmark d'un côté et le franc de l'autre ne prennent pas le dessus l'un sur l'autre. La France et l'Allemagne avaient donc décidé de se marier en invitant aux noces les autres Européens, pour certains heureux d'être là et d'autres un peu plus méfiants. Le problème, c'est que depuis, la France, vu sa gestion calamiteuse de son budget, a en quelque sorte commencé à faire chambre à part avec l'Allemagne pour tout doucement s'en séparer, et cela sans même s'en apercevoir. Quand l'Allemagne des années 90 réformait, la France, malgré quelques tentatives de réforme, ne cessait de dilapider le budget. La gauche Robin des Bois, encore et toujours, et même la droite, ont pris aux riches pour donner aux pauvres, pendant que l'Allemagne, certes livrée grâce au fait d'avoir récupéré une main-d'œuvre à bas prix, avec l'Allemagne de l'Est, qui n'avait pas une culture de la grève et qui avait surtout envie de consommer et de vivre à l'occidental, l'Allemagne s'est plutôt serré la ceinture pendant un certain temps et elle a pris le dessus sur tout le reste de l'Europe. Quelques années plus tard, quand l'Allemagne est devenue le seul maître à bord, elle a donc décidé d'instaurer la rigueur budgétaire, ce qui a été un choc pour d'innombrables pays de l'Union européenne, dont la France. Les choses ont commencé donc à se corser et les premières dissensions sont apparues au grand jour. L'extrême droite a alors commencé à voir l'Union européenne et non pas l'Europe comme un fardeau. L'Union européenne, qui devait être une union d'égalité entre pays fondateurs, une union d'aide entre frères de sang, était devenue une prison dorée. Des pays comme l'Italie, par exemple, qui donne à l'Europe des sommes phénoménales, a commencé à être montré du doigt. Puis il y a eu la Grèce. L'Europe allemande a commencé une cure d'austérité envers les pays du Sud, en décidant de ce qui était bon et moins bon, ce qui a déclenché des conflits. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas moi, à table, tous ensemble avec vos amis, par exemple au restaurant, et que malgré qu'à la fin du repas, c'est vous qui payez votre addition, un de vos amis décide, lui, à votre place, ce que vous devez manger. Vous allez râler, et à juste titre. Eh bien, l'Union européenne, c'est la même chose. Macron et d'autres avant lui, comme Sarkozy, par exemple, se croyant être au même niveau que l'Allemagne, ont délaissé le rôle qui caractérise pourtant la France à l'international. Je m'explique. La République, depuis plusieurs décennies, voyant qu'elle ne pouvait plus tenir le premier rang sur la scène internationale, avait décidé de devenir la protectrice des causes et des pays opprimés ou affaiblis, en aidant ces pays-là à faire entendre leur voix. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Alors, pour quelle raison la République n'agit-elle pas comme cela aujourd'hui vis-à-vis de ses frères européens? Là est toute la question. Vu que l'Allemagne a trahi le pacte, nous sommes aujourd'hui autorisés à en faire tout autant pour remettre enfin les compteurs à zéro et reformer une vraie Europe. Cela pourrait se faire avec l'aide de l'Italie, qui est la troisième puissance européenne. Si la deuxième et la troisième puissance, avec l'aide d'autres puissances, unissaient leurs forces,
L'Allemagne arrêterait de se sentir les Kaisers de l'Europe. Passons à la question numéro 2. Pour quelles raisons l'Europe est-elle aussi détestée par certains partis d'extrême droite? Le problème, c'est qu'à cause du non-respect du pacte initial et que les années passent très rapidement, les nouveaux leaders de la dite extrême droite, qui malheureusement pour nous et pour beaucoup ne défendent plus vraiment des idées de droite, ont fait le raccourci entre Union européenne d'un côté et l'Europe, chose qui n'a strictement rien à voir. Quand il y a quelques années, j'entendais des gens comme Florian Philippot nous sortir des énormités sur l'Europe, ça me rendait fou. Et malheureusement, c'était également le cas dans d'autres pays européens et dans d'autres partis également en France. La génération de la droite, de la droite version 2000 ont omis la fraternité européenne, laissant la gauche s'emparer de l'idée européenne, ce qui a déclenché le départ des Européens convaincus de droite vers des partis plus centristes, ce qui a affaibli drôlement le camp de l'extrême droite, laissant le monopole de la parole aux anti-européens. Et ceux-là ont déclenché des campagnes anti-européennes et un sentiment de détestation envers l'Europe, des classes dites populaires qui sont aujourd'hui devenues les principaux électeurs de la dite extrême droite, qui malheureusement n'en est plus une. Pendant des années, beaucoup d'élus européens d'extrême droite n'ont pas fait leur boulot à Bruxelles. Et cela a creusé un écart abyssal entre nos idéaux et nos envies, jamais atteints aujourd'hui. Et les élus d'autres bords qui eux, ont pris 3 ou 4 longueurs d'avance sur nous. J'y reviendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, une vidéo que je pourrais bien intituler des députés arc-en-ciel. Tout un programme, il ne faudra pas la rater celle-là. Heureusement, ces dernières années, nous avons eu la chance de voir émerger un nouveau mouvement appelé tout d'abord Génération Identitaire, puis devenu les Identitaires. Et pour eux, l'Europe, c'est la base de leur combat, car étant une génération pour la plupart des jeunes gens comme moi qui ont vécu dans des pays européens, ou tout simplement étant également comme moi des fils d'immigrés européens, ils ont bien compris que les bienfaits de s'unir dans une même cause, car quand on habite à Paris, Munich, Milan, nous avons tous les mêmes peines et les mêmes joies. Notre destin européen est commun. Je connais d'ailleurs pas mal d'adhérents des identitaires, et s'ils sont d'accord, j'essaierai peut-être d'en faire témoigner un ou deux prochainement. En conclusion, les fondateurs de la vraie Union européenne doivent encore aujourd'hui se retourner dans leur tombe, car ils ne reconnaîtraient plus leur idée d'Europe. Eux qui ont vécu dans des régions frontalières, avec pour la plupart une double culture, avaient donné naissance à une Europe des valeurs, où tous les pays européens seraient devenus une grande famille, tout en gardant leur spécificité. Ils auraient été d'accord avec l'union monétaire qui est l'un des piliers fondateurs d'une économie. Mais ils auraient surtout voulu la création d'une force de défense commune aux frontières de l'Europe pour nous protéger, par exemple, de l'immigration. Mais ça aurait également servi à protéger les emplois des Européens. Heureusement, rien n'est perdu et j'espère que prochainement, l'Europe et les Européens ouvriront enfin leurs yeux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas, vive l'Europe, la vraie. À bientôt.